faire des questions et avoir des réponses automatiques. Puis, effectivement, l'activité test est pas simple d'approche. Il y a comme 2-3 concepts importants à bien camper pour pouvoir bien œuvrer et en construire des tests. Okay? Fait que je prends quelques minutes pour essayer de dépatouiller ça avec vous, pour vous laisser ensuite de ça en faire. Première chose importante à voir, c'est qu'il faut faire une séparation, il faut bien distinguer les questions du test lui-même. Une des façons de... Ben oui, c'est bien bruyant, eux autres. Hey, c'est-tu comme tout le monde entend ici? On a du doigt un petit peu de vin pendant qu'on parle? De l'eau. Pensez par exemple à un cartable. Le cartable, c'est le test dans lequel je vais pouvoir y glisser des questions, les questions étant les feuilles que je mets dans le cartable. Fait que les questions et le test, c'est deux entités distinctes. Il faut penser à créer d'abord des questions, puis ensuite de ça, aller chercher un cartable test et lui insérer des questions dans l'ordre que l'on veut. OK? Alors, première chose que je vais faire, je veux créer un test. Je vais d'abord bâtir mes questions. Okay? Je ne pense pas tout de suite à faire le test. Je m'en vais dans ma banque de questions, puis je vais aller créer des questions. Alors, dans mon interface ici, quand je suis dans mon cours, si je m'en vais dans le bloc réglage, j'aurai dans le bas du bloc réglage, dans l'administration du cours, je vais juste fermer lui ici, dans administration du cours du bloc réglage, j'aurai un élément qui s'intitule banque de questions. C'est le dernier en bas. Alors, ce que je veux faire, c'est que je veux créer des questions pour alimenter mon test. Je m'en vais dans la banque de questions, puis il y a un sous-élément qui s'appelle questions. Bon, voilà. Là, je suis dans l'élément, dans la banque de questions et je vois ma liste de questions. Voyez-vous, il y a déjà plusieurs collègues qui ont alimenté la banque en créant des questions. Si je veux créer une question, devinez sur qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur le bouton « Créer une question ». OK? Et là, je me bute à un choix de questions. Je vois les différents types de questions. Si je veux avoir des précisions, j'ai juste à aller le sélectionner et vous allez voir ici le texte à droite va venir préciser la question que j'ai choisie. Alors, composition, par exemple, permet de répondre plusieurs phrases ou un paragraphe. C'est une zone de texte un peu plus élaborée. Réponse courte, c'est une zone de texte qui est mince. Alors, dépendant du type de question que vous voulez poser, vous choisissez la question appropriée. Je vais prendre pour les besoins de la cause un choix multiple. Une fois que mon choix est fait, je vais me retrouver encore une fois, comme d'habitude, devant un formulaire. Je devrais donner un nom à la question. Le nom à la question n'apparaîtra pas dans le test. C'est juste moi, en tant qu'enseignant, pour que je puisse repérer la question. Alors, je peux me faire une nomenclature ou des codes pour dire ça traite, c'est lié à tel cours, tel sujet. Donc, je pourrais écrire C1, B2, 3. Le même nom de question peut apparaître plusieurs fois. Pourrait, mais c'est mieux pas. Chaque question devrait être distincte, puis tu pourrais les distinguer avec un A à la fin, B à la fin, ou comme tu veux, là. Alors, je vais lui donner un titre. Je vais prendre ma souris pas loin. Là, je n'ai pas fini de créer la question. Je suis encore dans le mode de création de questions. Je donne un titre à ma question. Et là, je suis dans une question choix de réponse. Choix de réponse, je vais d'abord lui donner la question. Quelle est la couleur du cheval blanc de Napoléon, par exemple? Remarquez que dans l'élaboration de la question, j'ai accès au gras italique et compagnie. Je pourrais donc y mettre une image, je pourrais y mettre une vidéo, je pourrais
permettre à l'élève d'écouter une bande sonore. Tout ça, je peux le placer dans la question. OK, la question étant faite. Là, ensuite de ça, je suis dans choix multiples. Feedback général, c'est un message qui va être remis à l'élève à la fin quand il va avoir répondu à la question. Feedback général, c'est pour tout le monde. Oui. Bon, des choix de réponse ici, puis ensuite, je vais aller définir les réponses. La réponse 1, je vais lui dire noir, puis s'il répond noir, il n'aura aucun point. Je peux donner un feedback spécifique à cette réponse. Ben non, ce n'est pas la bonne. Deuxième, fait que là, c'est les différents choix que j'offre à l'élève. C'est la bonne réponse, donc il aura tous ses points. Je peux décider de ne pas mettre de feedback. Troisième réponse. Avec un pourcentage des points. Bon. En bas ici, feedback combiné, ça va dépendre s'il a plusieurs choix ou pas. Je n'entrerai pas dans les détails de ce type de question-là, mais vous pourrez l'investiguer si ça vous tente. Je pourrais lui donner des indices pour qu'il réponde bien. Une fois que j'ai terminé, j'enregistre et je viens de créer une nouvelle question qui apparaîtra dans la banque de questions ici. Titre de ça c'était moi ça. Ma question est ici. Donc, je peux comme ça alimenter la banque de questions à partir de questions que j'ai créées. Ces questions-là, si je veux voir de quoi ils ont de l'air sans avoir à aller dans un test, je vais aller sur la petite loupe. La petite loupe ici à droite va me permettre de vérifier de quoi aurait de l'air la question une fois qu'elle serait dans le test. Okay? Donc, c'est juste une prévisualisation de la question parce que là, je n'ai pas encore pris mon cartable et je n'ai pas encore glissé les questions dedans. Oui? Les boutons en bas, là, ils m'ont embêté un peu tout à l'heure. Il faut commencer à remplir avec les réponses correctes, envoyer, terminer, fermer. Le fermer est correct, là. C'est les trois mots que je fais. OK, mais là, c'est parce que ta question, elle est prise isolément, elle n'est pas dans le bon contexte. Il faut que tu le mettes dans le contexte d'un test pour pouvoir voir c'est quoi les boutons. Fait que, prends-les pas en compte. On ferme la prévisualisation. Est-ce que ça va pour la création de questions? Oui et non. OK, s'il vous plaît. Il y a 2 questions par là-bas. Ça va. Et si je veux référer ces questions-là à un schéma électronique, donc je vais prendre un schéma électronique qui va servir maintenant pour la question de 1 à 5. Oui. Je fais quoi avec ça? Je crée mon schéma, je le colle dans une question où j'ai tout le temps de se référer à la première question, ou y a-t-il une place que je suis capable de faire une espèce de dossier? Le schéma est là, après ça, les questions tout seul dans... C'est une excellente question. Alors, la réponse, on va la retrouver le dernier en bas. Quand j'ai un élément d'information qui a un lien avec plusieurs questions, je vais me créer une question qu'on appelle de type description. Puis je vais placer cette description-là au début des 5 questions qui sont relatives au schéma. Dans le description, j'irai placer le schéma, qu'elle va être dans le haut de la page, puis j'aurai les 5 questions en dessous. C'est bon? Oui, moi j'ai exploré la question, mais j'ai rajouté un indice. Oui. Mais comment est-ce qu'elle va apparaître dans le test. OK. Mais là, on a créé des questions. Non, c'est ça. Utiliser seul, tu ne verras pas l'indice. Qu'est-ce que ça donne? C'est dans le contexte du test que tu vas pouvoir le voir. Au même titre que les feedbacks que tu as pu écrire, dans la prévisualisation de la question, tu ne vois pas vraiment les feedbacks, mais tu vas les voir une fois qu'ils vont être dans le contexte du test. Dire, bon, s'il a réussi, choisit la bonne réponse, puis il l'a 100%, et s'il utilise l'indice, ben là, il vient de perdre. Il y a une pénalité, oui. Ouais. Oui. Okay. C'est bon, ça. Ça va? Bon, fait que là, on a suffisamment de questions pour se dire, correct, on va bâtir un test. Alors, je m'en retourne sur la page d'accueil du cours. Ici. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un test déjà existant. Il y a quelqu'un qui est venu polluer là, ma section 0, qui a écrit qui a mis un test ici, là.
Alors, il y a quelqu'un qui m'a fait un test ici, mais il n'y a aucune question qui est associée au test. Alors là, je dois entrer dans le test. Je vais aller, donc vous voyez, je suis dans le test qui s'intitule « Questions ». Et dans le test « Questions », je vais aller dans le bloc « Réglages », puis je vais voir que j'ai la possibilité de modifier le test. Là, il y en a qui sont rapides. Il y en a qui sont rapides. Là. Entre le temps où j'ai cliqué, là, ils m'ont déjà mis des questions. Là, c'est moi qui ai de l'air fou. Là. Alors, il y a... Là, il y a déjà 2 questions. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller ajouter une question. Ah, c'était pas là que je voulais aller. Ajouter une question. Ah, c'est ici que je vois le contenu de la banque de questions. Alors, je vais aller ici. Ça va m'afficher une autre colonne avec ma liste de questions de la banque. Puis là, je vais pouvoir dire, oui, cette question-là, je veux l'ajouter. Et elle va se glisser dans le panneau de gauche comme une nouvelle question. Okay? Fait que, du côté droit, j'ai ma liste de questions de la banque. Et du côté gauche, je viens placer en ordre les différentes questions que je veux avoir dans le test. Là, vous remarquerez qu'on peut ajouter des pages. Donc, je peux avoir toutes mes questions sur une seule et même page, comme je pourrais séparer mon test en plusieurs pages. Je ne veux pas trop en donner. Est-ce que c'est suffisant pour que vous puissiez vous orienter par rapport au test? J'ai manqué le premier bout. Je reviens. Comment j'ai fait pour arriver là? Vous manquez des questions dedans. Vous avez parti d'un test existant. Oui, mais je peux le refaire avec un nouveau test si vous voulez. Donc, je vais aller dans « Activer le mode édition ». Je vais ajouter un test. OK, donc je suis allé dans la liste de mes activités, puis j'ai choisi « Test ». Alors ça, c'est mon test. J'ai un problème avec mes accents. J'enregistre ça. Je vais faire enregistrer le test. Donc là, je suis dans le test ici. J'ai le bouton « Modifier le test » qui me permettrait justement d'ajouter des questions. Et là, du panneau gauche, c'est là que je vais placer mes questions qui sont situées dans le panneau droit. Ah ouais, c'est pas... C'est pour ça que je vous ai dit, le test, là, c'est une bonne demi-journée pour être à l'aise. Dans un cours qu'ils ont fait en montant le vélo, nous sommes venus au professeur, et d'un cours avec l'électricité, ou le schéma électrique, qui nous parlait, là. Des fois, tu veux le test, tu veux aller voir. Là. OK. Il y a énormément de tests là-dedans, là, vraiment des choses complexes. Là, puis, ça peut être une bonne exemple à faire. Il y a des tests qui sont déjà créés là-dedans, c'est ça? Oui, énormément. Là. OK. Les glossaires, il y a vraiment tout là-dedans. Est-ce que je vous laisse du temps pour continuer? Ça va? OK. On se donne encore, je dirais, peut-être une demi-heure pour travailler les activités. Puis après ça, on va passer à un autre élément là, qui est suivre les élèves, comment les inscrire et ainsi de suite. On se donne encore une demi-heure pour travailler les activités. Je vous laisse explorer d'autres activités. Vous pouvez travailler des tests si vous voulez ou aller faire un devoir, aller faire un glossaire. OK? Oui? Peu importe que ce soit un test ou un devoir, ma question, comment je vais? C'est parce que ça se peut que j'ai des choses déjà existantes. Comment je l'importe? Ça fait une demi-heure que j'essaie de faire ça. OK. Là, toi, tu m'avais dit que tu avais un document Word. Oui, qui est là, OK. que je veux apporter là. C'est-tu l'exercice d'approfondissement? Oui. Montre-moi là. Il est là. OK. Donc là, dans l'exercice d'approfondissement, là, la façon dont lui, il est fait pour être fait de papier.
Oui. Hein? Alors, Mais ils peuvent écrire dessus. Je l'ai transformé. Là. OK. Mais là, peut-être que c'est peut-être pas un bon exemple. Là, Non. mais moi, c'est comme ça que je travaillerais avec des choses déjà existantes que je pourrais amener là-dedans. OK. Là, ce que je te suggère de faire, pour celui-là, par exemple, dans le devoir, on parlait d'un devoir tantôt, eux, ils vont écrire dans le document Word. Hein? Oui. Puis ils vont te remettre le document Word comme étant leur travail réalisé. Oui. C'est bon? Fait que là, un devoir avec remise de fichier. Ça, c'est ce que toi, tu as besoin. Dans la consigne du devoir, tu vas dire, prenez ce document Word et répondez aux consignes et remettez-moi le fichier une fois que vous l'avez complété. Parce qu'on part de quelque chose déjà existant qui est dans Word. OK? Donc, on fait un devoir. Le type de devoir à utiliser, ce sera un devoir remise de fichier. Remise de fichier. Ou, comment est-ce qu'il s'appelle de façon précise, c'est avancé, dépôt avancé de fichier. Je vais aller voir le truc. Je vais rester avec toi, là. C'est pas rapide. Ouais, ça, c'est. Il y a deux facteurs, là. Il y a le serveur puis il y a la connexion Internet. Ah oui? OK. Donc, au lieu de faire ajouter test, on va aller à devoir, dépôt avancé de fichier. Lui, c'est bon. OK. Bon, je donnerai un nom. Là. Ouais. C'est peu importe. Là, OK. c'est de l'importation. Et dans la description, ici, veuillez utiliser ce document Word pour me répondre, pour faire le travail. Mettons que j'ai écrit quelque chose. OK. Donc, attends un petit peu. Reste ici. On va juste écrire ici document. Là, ce qu'on veut, c'est que l'élève puisse accéder à partir de ce texte-là à ton document Word. OK? Dans la consigne, il va y avoir un hyperlien. En cliquant l'hyperlien, ça va lui donner son document Word qu'il va pouvoir modifier, enregistrer puis t'envoyer. OK? Fait que- Donc, le nom du document doit... Et on va le mettre là, ouais, c'est ça. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un hyperlien sur le doc. On va sélectionner le mot doc, DOC. Je sélectionne ça. Ouais, je mets là en surbrillance. Là, regarde, ça le fait apparaître ici. Pas lui, à gauche. Il est devenu actif. Puis là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire, je veux mettre un hyperlien sur le doc. Je veux mettre en hyperlien mon document Word. Alors, clique dessus. Puis regarde au bout à droite de URL du lien. On va aller là. Puis on va lui dire, l'hyperlien, je veux qu'il mène vers le document Word suivant. Réglage, c'est un élément important. Hein? Quand je suis dans un élément quelconque, le bloc réglage va toujours m'amener des options pour pouvoir paramétrer ce bloc-là. Qu'est-ce qu'on a vécu d'autre? Ah, Martin, c'est ça? Oui. Martin avait une situation particulière intéressante. Il y avait un document Word qu'il voulait rendre disponible à ses élèves pour qu'ils puissent le compléter et le remettre ensuite. C'est comme si j'ai un devoir qui, normalement, je le remets papier, mais là, je veux les faire travailler dans Word. Alors, l'astuce est la suivante. Il a fait un devoir, remise de fichier, parce qu'on veut que l'élève prenne le document Word, écrive dans le document Word, puis ensuite de ça, remette le document Word avec ses réponses dedans. Puis, il y a une petite astuce pour pouvoir rendre disponible un document Word dans un champ texte. Je vais vous le montrer. Quelle section c'était déjà, Martin? 12? 9. Je vais aller dans la section 9 pour aller voir l'exercice d'approfondissement textile ici. Je vais aller modifier ce devoir en cliquant sur la petite main. Et dans la zone de texte, vous remarquerez qu'il y a un hyperlien. D'accord? Ici, là, dans ma barre d'outils, j'ai des boutons pour créer des hyperliens. Ils sont inactifs en ce moment. Pour que les boutons deviennent actifs, il faut d'abord que je sélectionne du texte.
À partir du moment où je sélectionne du texte, les boutons d'hyperlien deviennent actifs. Et là, je peux lui dire, sur cette chaîne de caractères, je veux avoir un hyperlien. Ouais, mais là, il est où mon document Word? Il est sur mon ordinateur, fait que je n'ai pas d'URL à lui fournir. Alors, je vais me déplacer à droite complètement. Vous allez voir le petit bouton ici me permet de faire un parcourir. Et donc là, c'est comme une pièce jointe à un courrier électronique. Je vais aller ici, je vais aller chercher sur mon ordinateur le document Word que je veux mettre en hyperlien dans la consigne du devoir, de façon à ce que l'élève puisse avoir le document Word à travailler. Vous comprenez le principe? Okay? C'est une belle astuce qui est intéressante pour partir d'un document existant, mais que je veux rendre disponible à l'élève à l'intérieur d'une activité devoir. C'est bon? Bon, j'annule tout ça. Y a-t-il des questions de façon générale sur les activités? Tantôt, on disait que le module sondage est activé, mais on ne le voit pas. Ah, OK, on va regarder ça. Normand voulait travailler un sondage. Il voulait poser des questions aux élèves et il avait fait un test. Mais là, dans le test, il était obligé, quand il y a des questions à choix multiples, de dire il y en a une qui est une bonne réponse, puis les autres sont mauvaises. Alors que dans un sondage, il n'y en a pas de bonne ou mauvaise. Puis dans l'activité, ici, dans l'activité consultation, le premier en haut ici, lui, il me permet de poser une seule question. Fait que ce n'est pas lui que je veux utiliser. Il y avait un autre module qui pouvait être utilisé, mais lui, il n'était pas activé. Standard, dans une installation Moodle, il n'est pas activé. Et là, Yves, il l'a activé. On le retrouve ici. Tantôt, quand j'ai fait la liste, on ne l'a pas vu. Il s'appelle Feedback. Alors, l'activité Feedback, ça va être la même chose qu'une activité consultation, mais il va vous permettre à l'intérieur d'un sondage de poser plusieurs questions. D'accord? Fait que c'est celui-là que tu vas avoir besoin. Puis, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse quand tu utilises un feedback. Pouvez-vous en faire un, ouais? Un petit feedback, un petit questionnaire avant. Vite, vite, là, comme ça? D'accord, on va en faire un rapidement. Un feedback. Alors, sondage du moment. Donc, c'est toujours le même principe. Là, c'est un peu comme un test, celui-là. Je crée le conteneur feedback, puis après ça, je devrais créer les questions. Oui, tout à fait. C'est juste que l'engin n'est pas le même. J'ai des options là, de est-ce que c'est anonyme ou pas, est-ce que je veux que les informations soient compilées après ou pas. Je laisse le par défaut, qui est mon meilleur ami. Enregistrer et afficher. Et là, j'ai plusieurs onglets ici, j'en ai 5. J'ai la vue d'ensemble et il n'y a pas de questions à ce moment. Je vais aller modifier les questions. Et là, je vais choisir, je vais ajouter une question choix multiple. Première question. Êtes-vous heureux? Ouais, il faut essayer de ne pas trop faire de fautes, là. Choix multiple, une réponse. Ici, oui. Je sais pas. Non. Oui, c'est pas tout à fait le même engin que pour le test. C'est comme deux modules séparés, fait que leur mécanique est un petit peu différente. Donc là, voyez-vous, j'ai une première question, je peux en poser 2, 3. Je pourrais mettre un saut de page. Le petit bouton requis, il y avait une cloche à mettre. Alors, je reviens dans ma question. Et le requis ici, c'est une question obligatoire. La personne qui répond au sondage est obligée de répondre à cette question-là pour pouvoir terminer le feedback. OK? Puis je pourrais enlever l'option sans réponse. Voilà, enregistrer. Voilà. Tu ajoutes le nombre de questions que tu veux. Il y a plusieurs types de questions. Ça, c'est une question à choix multiples.
il pourrait avoir des cases à cocher. Donc, des fois, il peut y avoir plusieurs options qui répondent à la question. Donc, tu pourras les investiguer. Mais c'est le principe de base d'un feedback. Cela est bon? Les activités dans l'ensemble, ça va? Je vois que vous avez été assez prolifique. Si je regarde la liste des éléments qu'on retrouve dans l'espace de cours, donc dans la section 2, on a donc plusieurs. On constate que les petits icônes qui sont placés devant me permettent de savoir quel type d'élément il s'agit. Donc ça ici, c'est des liens Internet avec la petite boule de la Terre, un document PowerPoint, document Word, un clavardage ici. Ça, c'était des questionnaires déjà tout faits de consultation, un devoir, et ainsi de suite. Oh, il y a quelqu'un qui s'est risqué dans une leçon ici. 2 tests à la fin. Bon, intéressant. Ah, ici, il y a quelqu'un qui a déposé de la musique. Donc, on peut déposer. Il y a un lecteur intégré. Fait que si vous déposez des fichiers MP3, ils n'auront pas besoin de les télécharger pour les écouter. Ils peuvent les écouter directement dans le navigateur. As-tu de la bonne musique au moins? Wow. Bon, voyez-vous, ça c'est le lecteur intégré qui permet d'écouter de la musique directement dans le navigateur. Ça fait le tour de la portion activité. On serait rendu à l'étape suivante qui est de plus, un petit peu plus administratif, je dirais, d'être capable de suivre les élèves. Puis juste avant ça, je pense que c'est important pour que demain ou la semaine prochaine, vous puissiez d'emblée commencer à travailler dans Moodle avec vos élèves. Il faut que vous ayez d'abord un espace de cours. Okay? Là, on travaillait dans le cours Moodle 101. Comment vous allez faire pour vous créer un espace de cours? Vous pourriez demander à Yves, mais Yves il est déjà surchargé. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire à la place? C'est que vous allez voir que, comme François, il n'est plus là, il est parti, il a eu peur, là, il est parti. Yves, tu as activé le bouton, hein? Il est dans quelle catégorie? OK. Alors, si je retourne sur la page d'accueil de la plateforme, que je vais dans la section 00, ressources pour auto-formation sur Moodle, vous allez voir qu'il y a un cours dans lequel Yves va placer plein de ressources intéressantes pour vous accompagner. Si vous avez des questions, là, ça va être un lieu de référence par excellence. Mais juste en dessous, regardez ce qu'il y a. Il y a un bouton « Demander la création d'un cours ». Alors, vous avez plusieurs cours que vous voulez créer. Pour chacun des cours, vous allez cliquer sur le bouton pour remplir le formulaire. Formulaire, vous trouverez le nom complet du cours, le nom abrégé, résumé du cours et ensuite de ça, pourquoi est-ce que vous demandez de créer ce cours. Yves, qui est l'administrateur de la plateforme, va recevoir un courrier électronique disant « un tel a demandé un cours », puis lui, il va l'autoriser, puis il va le placer dans la bonne catégorie ensuite. Indiquez-moi dans la description dans quelle catégorie vous le voulez, par contre, parce que je ne saurais pas si c'est l'électricité ou télécom, ou inscrivez-moi dans quelle section vous voulez. Et nous, on va peut-être avoir ça, les structures éventuellement. Là. Ça ne vous empêche pas de travailler, mais moi, je veux en électricité, mettons. Moi, ça prend une fraction de seconde, on va le faire, d'accord. Il y a une demande qui est déjà montée. Votre truc qui est fait la science. Oui, c'est le parti qui fait. Mais je n'avais pas la première. Là, je suis sur le système de l'art. Bon. Est-ce que la création de cours, c'est correct? Oui. C'est souvent mieux vraiment pour pratiquer. Je vais les vous faire même en fin de semaine, si vous voulez. Et vous activez ça par cours ou c'est un espace par personne? C'est par cours. Chaque cours. Si je veux créer 24 modules, il faudrait que j'ai 24 espaces. Oui. Je ne peux pas créer un compte à moi et puis donner 24 modules dedans.
C'est-tu avec les mêmes élèves? Pas forcément. C'est pas les mêmes contenus? Ben, les 24, non. Je serais porté à dire, est-ce que tu peux faire des regroupements? 24, ça m'apparaît beaucoup. 24 cours. On a 24 modules. 24 modules. OK. Ben, je vous suggérais de créer 24 cours dans ce cas-là. Si dans votre DEP, vous avez 24 cours, 24 modules, ça serait sans doute mieux d'avoir des éléments. Parce qu'à la fin de chaque cours, il y a une note, hein? C'est ça? À la fin de chaque module, il y a une note. Fait que vous êtes mieux d'avoir 24 cours au total. Mais non, nous, il n'y aura pas de notes parce que c'est un examen sommatif à la fin. Là-dedans, il y aura peut-être une évaluation formative, enfin, une évaluation formative, mais il n'y aura pas de note finale. Ben oui, il peut y avoir une note finale, puis tu pourrais la mettre là pour transmettre le résultat à l'élève. Oui, pour l'élève, je veux dire, mais il n'y aura pas... Mais il n'y a pas d'évaluation qui va être dans le cours lui-même, je le sais. Mais la question qu'il y a, c'est que lui, dans le circuit logique, il est dans le circuit logique. Oui. Les notes de cours, il y a ses notes de cours. Est-ce que c'est la même note? Ça va être 2 cours différents si vous n'avez pas les mêmes notes de cours. Bon. Oui, écoutez, si vous êtes plusieurs à offrir le même cours, mais que vous ne vous entendez pas sur une structure commune de déroulement du cours, vous allez devoir avoir 2 cours différents dans Moodle pour le même contenu. Okay? Donc, dans Moodle, si vous ne vous entendez pas pour avoir un cours commun avec les mêmes éléments, les mêmes ressources et les mêmes activités, vous allez être mieux de faire 2 cours séparés. La structure que vous avez faite pour nous actuellement aujourd'hui, vous avez créé MO001. Oui. Et ensuite, vous avez créé 20 sections. 20 sections. C'est pas une chose que le prof, mettons, j'ai mon nom, qui 20 modules, c'est 24 modules. Ça ne marcherait pas ou... Non, parce que, oui, ça pourrait marcher, mais il va y avoir beaucoup de chefs à l'intérieur d'un même espace, là. C'est comme un lac où il y a plus qu'un couple de huards, ça ne marche pas. C'est le même principe. Quand on est trop d'enseignants à l'intérieur d'un même espace de cours, on se pile ses pieds. Vous êtes mieux d'avoir chacun votre cours. À moins que ce soit des contenus communs et que vous conveniez les deux, OK, on travaille ensemble, on fait exactement la même structure, puis on se partage les contenus. Donc, ça veut dire que, exemple, je pourrais, dans Vente Conseil, étant donné que j'ai 16 cours différents, toujours commencer par Vente Conseil, métier de formation, Vente Conseil, marketing, et dans mon nom abrégé, je vais mettre mon code. Oui, ou encore, regardez là, vous voyez la structure qui est là, ici? Oui. C'est arbitraire, cette structure-là. Je pourrais, à l'intérieur de, par exemple, à l'intérieur d'électricité, je pourrais créer une sous-catégorie à électricité, les cours de Martin, les cours de Johnny. Okay? Je pourrais créer des sous-catégories comme ça. Ça, les catégories, je peux en créer à l'infini. Il faut que ça réponde à votre besoin, que ce soit clair pour l'élève aussi qui va pouvoir s'y retrouver. Okay. Bon, là maintenant, vous savez comment créer les cours. Comment vos élèves vont s'inscrire à vos cours maintenant? OK? Donc, question suivante, j'ai travaillé fort, j'ai mon espace de cours, j'ai mis des ressources, j'ai créé des activités, puis là, je veux inscrire des élèves à mon cours. Oh non, pas de... Ouais, OK. Inscrire des élèves à mon cours, ce que je vais faire, je vais entrer dans mon cours d'abord. Je vais retourner dans le cours en question MOO 101 pour vous le montrer. Vous allez pouvoir y aller en même temps, vous aussi. Quand je suis dans le cours, si vous allez dans le bloc « Réglages », vous allez voir une section qui s'intitule « Utilisateur ». Alors, si vous dépliez la section « Utilisateur », le premier élément, ça vous donne les utilisateurs actuellement inscrits. Oui. Alors, je veux inscrire des élèves à mon cours. OK? Première chose que je vais faire, c'est que je vais aller dans le cours en question, dans le cours où je veux inscrire des élèves. Une fois que je suis dans le cours en question, je vais dans le bloc « Réglages ». Et là, le bloc « Réglages », il pourrait être à gauche ou il pourrait être à droite, ça dépend de vous. Localisez votre bloc « Réglages » et dans le bloc « Réglages », vous allez avoir une section « Utilisateur » que vous dépliez.
Le premier élément, c'est utilisateur inscrit. Ça indique qui est inscrit actuellement dans votre espace de cours. Et si vous cliquez sur celui-là, utilisateur inscrit, vous allez voir la liste des participants ici, mais ce que vous pouvez constater, c'est qu'il y a un bouton « Inscrire des utilisateurs ». C'est bon? Donc, première approche, première méthode pour inscrire des élèves, vous pourriez, vous, en tant qu'enseignant, manuellement inscrire des élèves. OK? Fait que si je clique sur le bouton « Inscrire », je pourrais ensuite de ça aller rechercher Joe Blow, il va apparaître, puis je vais faire « Inscrire ». C'est une opération manuelle, fastidieuse, que je ne recommande pas. Hein? On ne veut pas s'imposer la gestion de ça. Je trouve que c'est beaucoup pour rien. Il y a d'autres méthodes, mais ça, c'en est une qui est existante. Fait que si jamais il y a un élève qui s'ajoute à un moment donné, vous pourriez utiliser cette méthode-là pour, de façon ponctuelle, ajouter un élève. De la même manière que s'il s'en va. Exact. De la même manière que si l'élève s'en va, vous pouvez le désinscrire simplement en cliquant sur le X ici. Vous allez dans Utilisateur inscrit, vous cliquez sur X ici, ça va désinscrire l'élève automatiquement. Est-ce que le lien avec TosConnect? Non. Non. Donc, il faut rentrer son nom, son email et tout écrit. OK. Je reprends, rewind. Quand je fais inscrire des utilisateurs ici, regarde ici, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? 3429 utilisateurs trouvés. Il y a quelqu'un, Yves ou quelqu'un d'autre, qui a fait une exportation de GPI ou de TosConnect. C'est ça, de TosConnect qui ont fait une exportation des données pour créer les comptes de façon automatique en lot. Mais ce n'est pas synchronisé. C'est-à-dire, si je l'enlève de Moodle, ça ne l'enlève pas de TosConnect. OK? C'est bon? Puis quand il est créé dans l'autre, c'est pas GPI, c'est quoi? C'est TosConnect. Tosca. Il est créé dans Tosca, il n'est pas créé automatiquement dans Moodle. Non, c'est ça. Il va rentrer dans Moodle la première fois qu'il va aller voir dans Tosca où il existe, là, il va créer le compte dans Moodle. Donc, c'est pour ça que les logiciels nous-mêmes, ça fonctionne dans Moodle, parce qu'ils ne sont pas dans la liste des utilisateurs. Bon, ça c'était la première méthode, la méthode manuelle, qui n'est pas celle recommandée. La deuxième méthode, je vous invite à aller sur le lien juste en dessous, toujours dans le bloc réglage, aller sur méthode d'inscription. Quand on clique sur méthode d'inscription, ça devrait faire afficher dans la portion centrale les différentes méthodes d'inscription disponibles. En ce moment, pour le cours Module 101, il y a 2 méthodes d'inscription activées. Vous les voyez, le petit œil il est ouvert. Il y a la méthode inscription manuelle, mais il y a aussi la méthode auto-inscription. Ça, c'est la bonne. C'est celle qu'on veut que les élèves utilisent. La méthode auto-inscription, on va y entrer dedans juste pour voir de quoi ça a l'air. Cliquez sur la petite main qui est à droite de la méthode auto-inscription participant. Et là, ce qu'on retrouve dans la méthode auto-inscription, on retrouve un champ clé d'inscription. C'est comme un mot de passe qu'on va remettre à l'élève pour lui permettre d'accéder une première fois au cours. Juste une première fois. Il a juste besoin de cette clé d'inscription une fois pour pouvoir s'y inscrire. Par la suite, il n'y en aura plus de besoin puisqu'il va être déjà inscrit. Alors, au lieu que ce soit l'enseignant qui inscrive manuellement tous ses élèves, vous allez au laboratoire avec vos élèves, vous dites, connectez-vous, Moodle.cs navigateur, maintenant allez dans telle catégorie, cliquez sur ce cours-là, là ils vont se buter à besoin d'une clé d'inscription, là vous allez leur dire, d'accord, vous entrez la clé d'inscription suivante, et là pour le cours en question, la clé d'inscription c'est Moodle 101, alors vous dites tapez Moodle 101 et ils vont s'inscrire automatiquement au cours en question. Bien sûr. Oui, vas-y. La première fois, il faut qu'il aille dans Moodle. Donc, il faut qu'il aille sache où aller pour aller dans Moodle. Donc, le lien partenaire, c'est pour aller dans Moodle. Et puis après ça, s'il utilise le code, il utilise dans le portail. C'est le même code que les... Exact, c'est ça. L'exportation qu'ils ont faite de Tosca, là, ça permet d'avoir le même nom d'utilisateur mot de passe que vous aviez. Moi, puis
Ça, c'est Yves, tu peux-tu m'aider? C'est quoi? OK. Avant, c'était Martine que je travaillais pas. Ah, ben, peut-être c'est marqué ici, je sais pas. Y aurait-tu moyen, à ce moment-là, de se faire envoyer au prof qui, comme abstrait à ça, utilise des logins et des pages? Je ne sais pas, ça serait quelque chose à vérifier, je vais le mettre en œuvre. Oui, parce qu'effectivement, ça peut... C'est sûr, parce qu'ils ne vont pas les étudiants nécessairement dans le portail. OK. Est-ce que... Ah, ils vont pas? Ah. Il existe dans Moodle un mécanisme pour mot de passe oublié. Donc, vous pourriez le suggérer à vos élèves si jamais ils ne se souviennent pas de leur mot de passe. Ça va déclencher un courrier électronique qui va être envoyé dans leur boîte de réception. Oui? Quand ils auront leur mot de passe avec ça, ça leur donne accès à quoi? À tout ce qu'on a mis dedans? Ou À- c'est des portions qu'on peut mettre accessibles, d'autres non accessibles? À tout ce qui se retrouve dans le cours en question. C'est un cours à la fois. Chaque fois que vous avez un cours distinct, il faudra reprendre le mécanisme d'inscription. Puis à l'intérieur de ce cours-là, selon les paramètres que vous aurez passés, si vous fermez l'œil pour certains, ils ne seront pas disponibles pour les élèves. C'est uniquement ce que vous avez décidé de rendre disponible à l'élève qui va apparaître. OK, donc je ne peux pas faire de sélection en disant à un tel, ça va être accessible, à un tel, ça va être accessible. Ou bien ça l'est ou ça l'est pas. Il y aurait des moyens de procéder pour avoir quelque chose de plus précis. J'attire votre attention sur le dernier qui n'est pas accessible en ce moment, qui est en grisé, qui s'intitule « Accès anonyme ». Mais ça rejoint peut-être la question que Bruno posait tantôt. Mes élèves, quand ils ont terminé le cours et qu'ils ne sont plus au centre, là, si je veux qu'ils aient quand même accès à des ressources que moi je rends disponibles, comment ils feraient? Ben, s'ils connaissent l'endroit où est situé le cours, vous pourriez rendre le cours disponible de façon anonyme. Et donc, quelqu'un de l'extérieur pourrait accéder à votre cours pour fin de référence, par exemple. Il faut savoir que quand on est accessible, quand on accède de façon anonyme, tout ce qui requiert de conserver des données n'est pas enregistré. Alors moi, de façon anonyme, je ne pourrais pas aller écrire dans le forum. Je ne pourrais pas remettre de devoir parce que Moodle doit savoir à qui appartient ce devoir-ci, à qui appartient tel message. Mais toute ressource, hyperlien, document que je rends disponible, sera disponible à quelqu'un qui se connecte de façon anonyme. Dans le fond, c'est comme un PDF que tu ne peux pas modifier. À peu près, tout à fait. Est-ce que ça va pour les inscriptions d'élèves? Moi, j'aimerais qu'on commence du début. Ou le début? Le début pour l'inscription des élèves. OK. Là, on a vu ensemble deux mécanismes d'inscription. Le mécanisme d'inscription manuelle, puis le mécanisme d'auto-inscription. Dans les deux cas, ce que tu dois faire d'abord, c'est qu'il faut que tu ailles dans ton cours. Une fois que tu es dans l'espace de cours, tu vas dans le bloc « Réglages ». Dans le bloc « Réglages », on va dans « Administration du cours »,« Utilisateur », puis on clique sur « Méthode d'inscription ». Une fois qu'on est dans « Méthode d'inscription », là, on peut activer une méthode ou en désactiver une. Si j'active une méthode, puis que je veux mettre une clé d'inscription, hein, ça va être dans « Auto-inscription », je vais aller cliquer sur la petite main ici et je vais aller définir la clé d'inscription à cet endroit. Je peux même aller mettre un message de bienvenue personnalisé. Ici, dans le bas, je pourrais dire « Bonjour mon élève, n'oublie pas de faire ceci en débutant ton cours. » Et quand l'élève s'inscrit, ça va déclencher un courrier électronique qu'il va recevoir et ça va lui donner des consignes pour démarrer le cours.